Les amis, le constat est simple. Aujourd'hui, les manuscrits font un véritable matelas au pied des maisons d'édition, mais pour autant, c'est seulement toujours une petite minorité qui finit par être éditée. Alors comment cela se fait qu'autant de créateurs voudraient vivre de leurs écrits, mais n'y arrivent pas? C'est la question que j'ai envie de poser dans cette vidéo, et attention à tous les racontards qui vont dire « blablabla, il a que 1500 abonnés, et il nous parle de machin, est-ce que lui-même il a déjà vendu des créations ?» On va couper court tout de suite et je vais te dire que je me positionne en tant qu'apprenant, c'est-à-dire je regarde le marché, je regarde ce qu'ont fait d'autres créateurs et je me demande comment est-ce que c'est possible en tant que créateur de pouvoir trouver le chemin qui va permettre de vivre de ces créations. Alors dans cette vidéo, on va faire un état des lieux des différentes voies possibles pour pouvoir trouver celle qui va te permettre de vivre de tes créations. Et pour être concret, ici, je t'ai rassemblé quand même quelques conseils du genre que j'aurais aimé avoir il y a une dizaine d'années, qui auraient éclairci considérablement ma carte et ainsi m'aurait dévoilé des solutions que je n'avais peut-être pas soupçonnées. Si tu ne me connais pas déjà, l'objectif de la chaîne, il est simple, c'est-à-dire que je ponce le parcours de créateur, je vois ce qu'il y a d'inspirant dans celui-ci et comment est-ce qu'on peut s'en servir pour soi-même tenir le cap, pour soi-même arriver à vivre de ses créations et devenir un créateur, une créatrice inarrêtable. Ce qui me fait dire que vivre de ses créations, j'en suis convaincu, c'est possible, c'est accessible à peu près n'importe qui, simplement, il y a quelques prérequis. Je vais te commencer par, tu sais, ce petit truc, tu sais, ça fait vachement américain, tu peux tout faire dans la vie, mais en même temps, tu peux pas tout faire. C'est-à-dire que si tu choisis une discipline, que tu la ponces à fond, je suis persuadé que tu peux aller extrêmement loin. Imaginons que tu décides d'être le meilleur guitariste du monde, dans l'absolu, c'est probablement possible et probablement accessible à une part de la population bien plus grande que ce qu'on voudrait imaginer. Parce que parfois, on va se dire « Oh non, mais il a du talent, oh, c'est vraiment un génie, punaise, comment il fait ?» Ah, comment il fait? Ça commence à peut-être déjà se demander comment moi je fais, et se dire qu'est-ce qui me plairait vraiment dans la vie? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être le meilleur guitariste du monde? Est-ce que j'ai aussi envie d'être le meilleur pilote de rallye du monde? Est-ce que j'ai envie d'être le plus grand mathématicienne du monde? Et souvent, déjà, rien que se faire ce petit état des lieux permet de se rendre compte que finalement, on met pas tous nos œufs dans le même panier, et à la fin, on finit par se disperser et non pas investir notre énergie sur un vrai focus, sur une vraie direction, celle capable de nous emmener très loin techniquement, ce qui fait qu'à la fin, ça va vraiment creuser ce fossé entre nous et puis ceux qu'on considère comme être des génies. C'est-à-dire que si tu décides d'être le plus grand guitariste du monde, bon, on peut se représenter ça comme quelque chose de défiant. Mais si, en parallèle, tu décides également d'être le meilleur mathématicien du monde, excusez-moi, le mec ne choisit que des mots qui sont... donc le plus grand mathématicien du monde, et tu vas forcément diviser tes efforts, parce que tu vas vouloir devenir également très bon dans deux disciplines, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un défi qui est déjà dur, devenir le plus grand guitariste, là ça va être pas 2 fois, mais peut-être 4 fois plus dur, parce que tu vas te disperser, tu vas avoir besoin beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de focus, beaucoup plus d'organisation. Mais si au fond de toi, t'es déjà convaincu que finalement devenir un écrivain qui vit de ses créations, c'est quelque chose qui te fait vraiment envie, voire être cet écrivain absolument reconnu pour ses histoires ultra émotionnelles, ou alors son style qui en fait de lui, qui fait d'elle le plus grand écrivain stylé de la langue française, vivant, et que ça te fait vibrer, bien ma foi, ça veut dire que t'es sur la bonne voie. Maintenant, reste juste à bien focaliser ton énergie dans cette direction. Mais le problème, et c'est celui qu'on va aborder maintenant, c'est souvent que on a déjà une technique qui est très bonne, peut-être que tu es déjà super bon dans ce que tu fais, et que t'imagines que c'est en allant encore plus loin dans la technique que tu vas pouvoir être reconnu. Malheureusement, ça c'est probablement faux. Pourquoi ? Parce qu'il y a une conscience à avoir sur l'importance que représente l'histoire personnelle d'un écrivain, comment on s'associe à son chemin avant de vouloir l'acheter. Pourquoi ? Parce que, hélas, il y a des expériences qui nous montrent que l'on a beau être très bon techniquement, on risque fort de se planter, de se heurter à un mur. Ces expériences sont par exemple celles d'Alain Damasio. Alain Damasio qui s'est mangé des murs avec la Horde du Contrevent, qui est aujourd'hui vendue à plus de 300 000 exemplaires. J.K. Rowling pour Harry Potter, combien de murs elle s'est mangé, je l'ai pas en tête, avant de devenir ce best-seller qui a été reconverti au cinéma, enfin bref, qui a généré des milliards. Qui montre donc
que le système n'est pas complètement parfait. Et que surtout, on va l'aborder dans cette vidéo, il y a des moyens qui sont beaucoup plus confortables que d'aller se confronter au refus, que d'aller se confronter aux échecs, par exemple en soumettant son manuscrit à des maisons d'édition. Alors, je vais te proposer un des premiers plans. Ce premier plan, c'est celui que j'ai étudié tout récemment, qui s'appelle le marketing de réseau. Concrètement, j'ai failli faire la grosse connerie de me lancer là-dedans. Le marketing de réseau, si tu veux, il y a deux solutions en général principales qui fonctionnent bien avec le marketing de réseau. La première, c'est tu décides de prendre ton bouquin et puis tu vas l'envoyer à certaines personnes gratos en leur disant voilà, je t'offre ce bouquin. En échange, je te demande juste deux choses. La première, c'est d'aller me recommander sur ma page, je sais pas, Instagram par exemple, ou alors sur une page Amazon. Le mec a une petite nausée en disant Amazon. Et deuxième contrepartie, si tu veux bien, peux-tu en parler à 5 personnes de ton entourage? Deuxième solution du marketing de réseau, c'est d'envoyer le bouquin à une personne et de lui dire voilà, je te le laisse, tu le consultes, si ça te plaît, tu me payes, si ça ne te plaît pas, tu me le renvoies. Simplement, ces deux solutions ont chacune un problème. On va le décortiquer maintenant et tu vas voir, tu vas comprendre tout de suite. Le premier problème de la solution numéro 1, où tu envoies ton bouquin à quelqu'un et tu lui demandes de te recommander, c'est que souvent, si tu lui proposes une écriture créative, imaginons un recueil de poésie, le changement risque d'être trop peu fort versus l'engagement que ça va demander à la personne d'aller faire ses recommandations. Je m'explique, concrètement, ton recueil de poésie, il ne va pas changer suffisamment la vie de la personne pour qu'elle ait envie de se dire « Ah ouais, tiens, ça me serait super utile d'aller lire ces poésies, donc je vais aller suivre le lien que mon ami m'a recommandé, je vais aller commander et ensuite je vais le lire. » Je suis désolé, mais c'est trop laborieux. Et la deuxième solution, de proposer son bouquin et de dire, bon maintenant, tu vas le lire, et puis si ça te plaît, tu me paieras, sinon tu me le renvoies, mais c'est juste trop chiant. Et c'est trop chiant pourquoi ? Parce que concrètement, un bouquin, on ne le vend pas suffisamment cher. Bon, imaginons que là, tu décides d'envoyer ton bouquin en édition premium avec un petit mot et puis une dédicace, et que tu vendes ça à 25 €. Eh bien, est-ce que tu penses que envoyer le bouquin, expliquer à la personne toute l'intention qu'il y a derrière ça, qu'elle est libre de choisir, et puis ensuite, si ça ne lui plaît pas, qu'elle peut te le renvoyer, et à ce moment-là, si elle décide de te le renvoyer, qui est-ce qui va payer les frais de retour? Qui est-ce qui même à l'origine aura payé les frais d'envoi, les frais d'impression? En somme, mon ami, est-ce que à la fin, tu vas t'en sortir avec un vrai retour sur investissement? Non. Entre parenthèses, si jamais tu vends des produits créatifs à haute valeur ajoutée du style des peintures, eh bien cette méthode, en effet, elle peut être super cool. Deuxième solution, et on va pas s'attarder 10 000 ans, c'est celle de l'édition. On va pas s'attarder 10 000 ans parce que j'en ai déjà parlé en détail dans une autre vidéo, je te mets le lien dans la description. Dans cette vidéo, je t'explique exactement comment ça se fait, que c'est seulement une petite minorité de chanceux, on peut dire, qui accèdent à la publication. Je t'explique aussi pourquoi c'est pas le bon cheval et pourquoi, en somme, à la fin, tu te retrouves dans cette situation où tu dois avoir écrit ton bouquin, et ensuite, tu as à peu près une chance sur 6000 qui soit édité. Ce qui veut dire que tu dois fournir un effort colossal pour une chance qui va être absolument minime. Donc, je peux même te le faire comme ça, tu vois. C'est pour bien illustrer. Et donc, est-ce que cette solution est recommandable? Est-ce que vraiment c'est le bon cheval? Moi, je te dirais, regarde cette voie, on y voit goutte. Donc, concrètement, n'y va pas. Va plutôt explorer d'autres solutions qui seront beaucoup plus profitables. Et là, j'en ai quelques-unes à te proposer. La première, celle dont on entend parler un peu, c'est l'auto-édition. Le souci, c'est que lorsque tu es un inconnu, bien personne ne va te rechercher. Qui plus est, lorsque tu ne réponds pas à une problématique directement. C'est-à-dire que là, tu vas arriver avec ton recueil de poésie, mais personne n'a envie de ton recueil de poésie. Personne va chercher directement, je sais pas, poète moderne sur Google, poète de l'Aveyron. Alors si en plus, t'as pas une communauté sur les réseaux, eh bien tu vas pouvoir trouver des systèmes qui vont t'aider à porter tes écrits, à porter tes créations. Du style, bien un système comme Amazon, où là, ce sera un peu moins de l'auto-édition, c'est-à-dire qu'ils vont se prendre une marge sur ce que tu fais, mais par contre, ils auront la capacité de te mettre en avant devant un plus large public. Alors comment on peut faire pour se donner de la visibilité sur Amazon? Bon, déjà, il faut que tu t'achètes une cage et puis tu commences à mettre ton éthique dedans, et puis, bon, je dis ça c'est facile en critiquant Amazon et ses milliers de tonnes de produits qui font brûler innocemment parce que ça a été de la surproduction, ça finit en gaspillage et en pollution, mais en vérité, est-ce réellement le problème d'Amazon ou plutôt de
comportement débridé qui aujourd'hui manque de maturité, et dont toi, moi, sommes les premiers acteurs. Amazon. Et donc, il y a cette possibilité sur Amazon de se mettre en autopublication et de faire des offres gratuites. Par exemple, tu vas décider de pendant 5 jours offrir ton recueil, et à ce moment-là, eh bien, ça va être intéressant de faire un petit peu de marketing de réseau, d'aller solliciter les amis, etc. et de leur dire, vas-y, chope ça, regarde un peu, envoie-moi des commentaires, envoie-moi des étoiles, des likes, de sorte à donner de la visibilité au produit, et puis ensuite de pouvoir le lancer comme ça à peut-être 3, 4 euros, 5 euros. Franchement, ça fait pas forcément rêver, mais c'est déjà des petites étapes. Et en étape supérieure, c'est presque une autre voie en soi, mon ami, mais à laquelle tu pourrais te greffer aussi, qui est celle d'aller dans des salons, d'aller sur des marchés et de vendre en physique ton bouquin. Parce que là, si tu te retrouves en physique avec ton bouquin que tu vas vendre 25 euros, ça devient beaucoup plus simple, alors que tu as un public qui va venir spécifiquement pour des bouquins, d'aller interagir avec eux et de dire, ouais, écoute, voilà, ouais, moi j'habite là, voilà ce qui me fait vibrer, les oiseaux, l'oiseau bleu, j'adore, un poème sur lui, et donc bah, je te le propose, qu'est-ce que t'en dis, vas-y, feuillette, regarde, et à ce moment-là, il l'a dans la main, c'est beaucoup plus simple que de lui envoyer et lui dire, oh, si t'aimes pas, vas-y, tu me le renvoies, c'est ok, pas de problème, enfin bref. Et là, pour le coup, tu peux faire de la vraie plus-value pendant un marché comme ça, y a pas de problème. Là, ça devient vraiment intéressant, ça devient même, tu vois, une flèche à ton arc que tu peux avoir en permanence pour justement compléter tout un tas d'autres cheminements. Le cheminement d'Amazon, mais aussi celui dont on va parler tout de suite, et qui est, selon moi, en fait, le cheminement ultime. Ah bah non, pas tout de suite, parce que j'en ai oublié un, qui est la pub et le partenariat. La pub et le partenariat. Alors, la pub, c'est un mauvais cheval, parce que c'est pareil. Si tu commences à faire une pub sur ton recueil de poésie, tout le monde s'en fout. Surtout si on ne te connaît pas, tu vois. Enfin, si là on dit, on fait une pub pour dire, waouh, on a trouvé le nouveau manuscrit de Rimbaud, ça permet de faire un recueil de 30 poèmes. Bien évidemment qu'une pub là-dessus, ça va marcher de ouf. Par contre, si toi tu décides de dire oui, j'ai écrit mon nouveau poème, il est pour toi, est-ce que ça t'intéresse, c'est quoi ton histoire, tu vois, c'est quoi qui me fait rêver dans l'affaire. On va aimer un poète parce que ce qu'il va nous raconter, ça va nous toucher, on va s'associer à lui, on va avoir envie de savoir où est-ce qu'il les a écrits, ces poèmes. Est-ce que c'était, j'en sais rien, paumé sur une île alors qu'il avait eu un accident de phare, ou alors est-ce que c'était sur les chemins quand il a fait la diagonale du vide. Mais ça, il faut un peu plus de construction, il faut avoir de la visibilité pour ça, faut participer à des interviews, faut parler de ce qu'on fait, faut créer du réseau dans l'esprit des gens, les faire rêver en somme. La deuxième solution, c'est le partenariat. Ça va beaucoup mieux marcher, parce que tu vas te greffer à une personne qui a déjà une image publique. Bon, faut la trouver, hein. Faut trouver la personne qui est bien dans ton créneau, par exemple, qui parle de littérature de voyage, d'écrivain voyageur, de trucs comme ça, par exemple, ou alors de voyage et qui a toujours ce côté artistique à partager, je sais pas, des connaissances à propos de dessinateurs ou alors écrivain. Et donc à ce moment-là, eh bien toi, tu vas peut-être pouvoir nouer un partenariat avec cette personne, de sorte à ce qu'elle mette en avant ton produit sur ses réseaux. Le problème avec ça, c'est que souvent, ça se fait, mais sur du long terme. C'est-à-dire qu'au départ, tu risques, personnellement, je t'en parle parce que j'ai la connaissance sur le coaching, et je suis persuadé qu'en coaching, c'est moins risqué que dans l'écriture, mais concrètement, on peut estimer que dans le coaching, comme ça, faire ce genre de partenariat ou même de la pub, ça va te coûter à peu près 10 000 balles avant de comprendre bien comment ça marche et de placer tes pions là où il faut. Cher ami, si tu as un crédit illimité et que tu veux aller vite, je te recommande cette voie. Parce que peut-être qu'au bout d'1 an, 2 ans, tu auras trouvé la bonne recette et tu finiras par rentrer dans tes frais. Par contre, si t'as pas envie de jouer à la roulette, si t'as pas envie de te lancer dans un truc hyper risqué où t'es pas certain à la fin de te casser la gueule et de te retrouver avec des frais de 20 000 baloches, eh bien je te recommande de plutôt éviter le partenariat ou la pub, à moins que quelqu'un arrive devant toi et te propose de faire un partenariat ou alors une pub, mais avec des garanties de retour sur investissement à la fin. Ce qui me fait faire le lien donc sur cette fameuse dernière partie, celle dont on attend parler, celle qu'on attend, qui est de créer sa communauté. Créer sa communauté, c'est pareil, c'est un truc qui marche. On le voit sur les réseaux. Créer ta communauté, concrètement, c'est ce qui va t'aider de passer de inconnu à connu et même reconnu. Reconnu, c'est-à-dire avec tout cet aspect de punaise, mais je sais que cette personne, c'est la poétesse, je sais qu'elle fait ceci, qu'elle se balade dans tels endroits, qu'elle écrit à propos des animaux, que ce qu'elle fait c'est hyper émotionnel, attends, décrocher le cœur, c'est ça que j'ai envie de voir, c'est ses écrits, parce que dedans on sent que il y a
ses copeaux de cœur. Parce que chaque page ressemble à une lettre d'amour qu'elle nous a défroissée, juste pour l'occasion. Et où le seul destinataire, finalement, sera nous. Dès lors que tu es reconnu, tu deviens la personne qu'on recherche. L'objectif ultime étant d'être cette personne qui donne envie d'acheter. Pourquoi? Parce qu'on va te suivre pour ta personnalité. Concrètement, on va te kiffer, on va apprécier ce que tu fais. Je le répète encore une fois, je ne m'en lasse pas. Le Rimbaud. Pourquoi ce Rimbaud nous fait autant kiffer? Le gars, il vivait en 1870-80, tu vois. On s'associe à lui parce que il y a cette espèce d'image du poète, comment il s'appelle déjà? Du poète enfant, du poète adolescent, du poète cramé par son art, qui traversait la France à pied, dont il nous reste aujourd'hui que quelques photos. Cette photo avec ses cheveux comme ça, mystérieux, et puis toujours ses poèmes qui te sort la glotte. Oh. Qui l'a vraiment lu? Très peu. Pour autant, ça ne n'empêche pas de fasciner. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, toute la hype de Rimbaud est autour de cette histoire à laquelle on se greffe. Et pour beaucoup d'écrivains, dans la poésie, dans ce qu'ils nous racontent, c'est essentiellement ça, le tesson vivant actuellement. C'est essentiellement pour cette idée du voyage, cette idée de la contemplation, cette idée de la dromomanie, comme ils disent, c'est-à-dire ne jamais tenir en place, toujours partir. C'est ça qui nous fascine, pour la plupart, il y a sûrement des exceptions. Et donc, si on s'associe à toi pour ta personnalité, eh bien ça veut dire qu'à un moment, on va également être capable de te suivre si demain tu décides, admettons, de monter un spectacle pour raconter comment tu as traversé tel trauma de ta vie, et donc tu nous le revisites, tu vois, façon clown. Eh bien, si les personnes te kiffent vraiment, tu as toutes les chances que ce que tu vas proposer, ça les intéresse également, qu'elles te suivent aussi dans cette aventure, ou si demain tu décides de faire du dessin, ou de te lancer dans la guitare, que sais-je. C'est probable que ces personnes continuent à être derrière toi, tout simplement parce qu'elles te kiffent. Et petite parenthèse au passage, c'est un bonus dans cette vidéo, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, tous les réseaux sociaux sont en train de s'axer là-dessus. C'est-à-dire que, exemple très simple, sur le YouTube, le nombre d'abonnés, ça compte plus du tout. Pourquoi on s'en fout aujourd'hui du nombre d'abonnés? Parce que tu peux faire une vidéo qui aujourd'hui va faire 25 000 vues, et demain une autre qui en fera moins de 100. Oui, je parle en connaissance de cause. Et pourquoi il y a ça? Parce qu'aujourd'hui, on ne recommande plus tes vidéos à tes abonnés directement, on recommande tes vidéos à peu près tout le monde, à un panel assez large de public. Donc les personnes qui te kiffent vraiment vont revenir, mais celles qui n'ont pas besoin de toi, bien vont disparaître, et à ce moment-là, tu les connaîtras plus. Donc les personnes qui vont revenir, ça ne sera pas forcément tes abonnés, mais ce sera des personnes qui ont juste kiffé ce que tu leur proposais. Que ce soit parce que tu leur as proposé beaucoup de valeur, parce que la personnalité, elles ont accroché, et donc en quelque sorte, aujourd'hui, elles seraient prêtes à te suivre dans à peu près toutes tes aventures. Ce qu'il y a de génial là-dedans, c'est que tu peux arriver à ce stade où tu vas proposer l'ultime de l'auto-édition, à savoir le crowdfunding. Qu'est-ce que c'est que ça? Le crowdfunding, concrètement, c'est ce moment où tu vas dire, écoutez, j'ai envie de poser mon recueil de poésie, j'ai ouvert ce crowdfunding, je vous propose de précommander ce recueil pendant une semaine, je vous le fais à moitié prix, voici le lien pour le précommander. Et sur la page que les gens vont fréquenter, tu vas simplement expliquer que tu as un objectif de 200 commandes, si les 200 commandes sont atteintes, boum, t'envoies la production, et si ce n'est pas atteint, eh bien tout simplement, tu n'envoies pas en production. Ce qui veut dire que tu as la garantie, avant même que tu aies commencé d'écrire la première ligne, ou même si ça se trouve, tu as déjà ton recueil de prêt, mais en gros on s'en fout, si ça se trouve, tu n'as rien commencé d'écrire, et là, tu peux juste dire, voilà, j'attends d'avoir la certitude qu'il y aura des personnes intéressées pour commencer à produire. Mais c'est ouf en fait, c'est extrêmement relaxant, t'es pas d'accord? De pouvoir se dire que je vais pas me lancer dans la rédaction de par exemple ce roman et de devoir aller me manger des murs devant parfois des dizaines de maisons d'édition avec des refus, avec toute la charge mentale que ça implique, tous les hauts, les bas émotionnels, tous les frais également. Là, je suis dans cette posture où j'ai bâti ma communauté et à la fin, je peux juste décider de lancer un projet et si les objectifs sont atteints, d'y aller vraiment, et si ce n'est pas le cas, bien de retenter, peut-être plus tard, peut-être d'une autre manière, d'apprendre entre-temps et de recommencer. Tu vois le potentiel. Sans compter que en termes d'auto-édition via le crowdfunding, là on parle plus d'un revenu de 10% par bouquin vendu, ce qui est à peu près ce qu'on peut estimer si tu es vendu en librairie, mais du genre, quand tu vas commencer à vendre plusieurs centaines de bouquins, tu seras sur du 80% de marge. Voilà l'ami, tu as donc une carte devant toi avec différentes voies possibles. Tu l'as compris,
j'ai ma préférence. Pour être clair, c'est créer sa communauté. Et ensuite, en parallèle, pourquoi pas se faire des petits bouquins que l'on va aller vendre en direct sur les marchés ou alors dans des salons. Perso, je préfère le focus total sur la création de la communauté, à savoir le YouTube ou d'autres réseaux. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est simplement me suivre si tu as kiffé cette vidéo, suivre mon aventure parce que je vais continuer à documenter, je vais documenter mes recherches à propos de comment est-ce qu'on continue de se développer sur YouTube, comment est-ce qu'on fidélise sa communauté, quels conseils super bons on peut aller capter de tel ou tel créateur pour pouvoir nous soutenir dans notre démarche. Donc, si c'est quelque chose qui te fait kiffer, c'est tout simple. Tu vas jeter un petit coup d'œil à la chaîne, tu regardes les vidéos qui t'intéressent. Ici, je t'en mets une qui est presque un indispensable, qui devrait être une priorité lorsqu'on est artiste, à savoir balayer, dépoussiérer nos croyances sur l'argent. Si aujourd'hui, toi, tu sens que tu as des croyances du style l'argent rend con, l'argent n'est pas écolo, l'argent va tuer mon parcours artistique, ce sont des croyances que j'ai dû moi aussi dégommer pour pouvoir continuer, pour pouvoir faire le clair, pour pouvoir me rendre compte que finalement j'étais en train de me méprendre. Donc si tu es déter à toi aussi faire un bon dépoussiérage, je te retrouve là-bas.